Petite cloche de départ pour respecter la tradition de l'IFR. Voilà, il faut comme partout des traditions pour renforcer nos institutions et notre capacité à être, comme on le disait, innovant, créatif dans cette période historique. Là, nous sortons, comme tout le monde le sait, là, de cette 3 mois d'hibernation historique. Donc on sort de cette hibernation, on ne sait pas si c'est un rêve ou un cauchemar, mais le monde à notre réveil est certainement différent du monde au moment de l'endormissement. Même si ce n'est qu'économiquement qu'une parenthèse, puisqu'on a tout arrêté, alors qu'on est dans une situation économique, au moins en Europe et en France, où la croissance était de bonne qualité. Et donc, normalement, au réveil, on devrait retrouver les mêmes paramètres que juste avant l'endormissement. Mais la nuit a porté conseil, si on peut dire, et aura des effets sur ce réveil. Donc la première bataille, qui était le virus, est plus ou moins gagnée ou contrôlée, hein, mais la seconde bataille est encore plus effrayante d'une certaine manière, c'est celle du redémarrage économique. Heu, Ce redémarrage économique a permis de déclencher des réflexes politiques positifs, hein, puisqu'on a mobilisé des capitaux colossaux pour se substituer au manque de PNB de ces 3 mois. Toute la question, c'est comment cette mobilisation d'argent public va pouvoir, avec la bonne granularité, atteindre l'ensemble des industries qui ont souffert pour leur permettre effectivement de repartir le plus vite possible. Alors, il y a toujours le camp des pessimistes et des optimistes, certains qui pensent qu'effectivement, la durée de la remontée sera extrêmement lente et donc va créer des perturbations colossales. D'autres pensent que le restart sera plus rapide et diminuera les contraintes et les conséquences. Alors je pense qu'il est extrêmement important d'avoir, de la part, de Standard & Poor's, Sylvain Boyer, merci d'être, parmi nous, cet éclairage, de contexte pour voir comment, à l'intérieur de chacune de nos institutions, industrie financière et autres, comment, tirer les bonnes hypothèses pour que ces acteurs, puissent prendre les bonnes décisions pour, accompagner, l'économie, les clients, pour accélérer ou minimiser, les conséquences de cette hibernation. Et il est important, d'avoir ces bonnes, hypothèses aussi, puisqu'on est à l'EIFR, hein, plateforme de dialogue entre les régulateurs et les régulés, pour bien évaluer, comment tous ces outils de régulation doivent être tuned, adaptés, aux conditions, du redémarrage, puisque encore une fois, cette régulation, on n'est pas, dans une île isolée comme les Anglais, mais on est, dans un monde en compétition et donc il est important d'ajuster nos conditions de redémarrage et les conditions d'accompagnement politique, y compris de la régulation, pour faire en sorte que dans cette, compétition, mondiale, la plateforme européenne, puisse, effectivement, sortir, avec la tête, la plus haute possible de cette page, historique. Donc, Sylvain, merci de partager avec nous, ce matin votre, analyse, européenne de Francfort, là où vous êtes, hein, une plateforme d'observation, extrêmement importante pour l'ensemble de l'Europe. Donc Sylvain, à vous. Merci. Édouard, précise juste aux participants qu'ils ont la possibilité de poser des questions au travers du chat, c'est-à-dire d'écrire pendant la présentation de Sylvain leurs questions que l'on prendra plutôt en fin de session. On aura un quart d'heure ou 20 minutes pour répondre à ces questions qui apparaîtront donc à l'écran si vous les écrivez là. Merci. Eh bien, merci Édouard, merci Michel, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Je vais
très digitalement partager avec vous mon écran pour vous montrer quelques diapositives. Alors, ça a l'air de venir. Est-ce que vous voyez mes slides? Non, vous ne voyez pas? Pas pour l'instant, non. Voilà, ça y est, pardon. J'avais fait une manipulation. Voilà, ça devrait maintenant être bon. Oui. Impec, mais on peut y aller. Alors effectivement, faisons un panorama de l'économie européenne après 3 mois de confinement, et puis peut-être qu'on parlera aussi un petit peu de ce qui est devant nous, à savoir le Brexit. Mais commençons d'abord par la virologie et de bonnes nouvelles dans un premier temps, puisque si vous regardez cette courbe, qui vous montre le nombre de nouveaux cas infectieux par jour dans les 5 plus grands pays de l'Europe, continentale et non continentale. Vous voyez qu'on est désormais, la courbe est très plate, on a moins de 3000 nouveaux cas par jour dans ces 5 grands pays, c'est-à-dire qu'on est à un dixième aujourd'hui du pic qui avait été atteint début avril. Donc plutôt de bonnes nouvelles de ce côté-là. Bonne nouvelle, malheureusement, on ne peut pas crier victoire d'ores et déjà, à considérer que vous avez certains petits pays en Europe qui n'ont pas su aussi bien gérer la pandémie que les 5 grandes économies que vous voyez ici. Je pense notamment à la Suède, un pays de 10 millions d'habitants, dans lequel la première vague de Covid n'est même pas encore passée, puisque aujourd'hui en Suède, on a 2 fois plus de cas, 2 fois plus de nouvelles infections par jour que ce qu'on avait au mois d'avril. Et puis, pas crier victoire trop tôt non plus, dans la mesure où on voit le virus se propager à nouveau dans des pays comme la Turquie, mais aussi dans des pays comme le Portugal, c'est-à-dire 2 destinations favorisées par les touristes européens, au moment où les frontières intra-européennes sont réouvertes en amont de la saison touristique. Donc, ne crions pas victoire trop tôt. Pour le moment, la situation est bonne. Elle permet, comme vous le voyez ici, au gouvernement européen de réduire les mesures de distanciation sociale et le confinement. Si on prend l'indice de l'université d'Oxford comme moyen de quantifier le confinement, vous voyez que dans les 5 plus grandes économies européennes, on a baissé à peu près le confinement de 20% par rapport à ce qu'il était à son pic fin mars, début avril. Vous voyez que l'Allemagne a moins confiné que la France ou l'Espagne, et pour cette raison, l'économie allemande, une des raisons, l'économie allemande se porte aujourd'hui un petit peu mieux que ses voisines. Mais vous voyez aussi sur ce graphique, en regardant la ligne verte, que l'Italie, aujourd'hui, après avoir été très très durement confinée, finalement revient plus rapidement que les autres à la normalité sociale. Alors, vous savez que les économistes, face au Covid, ont dû délaisser leurs outils habituels, que sont la comptabilité nationale, car elle donne des informations à fréquence beaucoup trop basse, face à une situation qui évoluait au jour le jour. Donc, les économistes ont été, et c'est peut-être un des principes, comme il a été dit dans l'introduction, le monde post-Covid ne sera pas le même, y compris en termes d'outils de travail pour les économistes.
Nous regardons désormais aussi beaucoup les indicateurs à haute fréquence, les données digitales. Alors il y en a plein. Les offices de statistiques nationaux ont fait des efforts énormes, les banques centrales aussi, pendant cette crise pour essayer de donner une information sur l'activité économique en temps réel. Alors vous avez beaucoup de choses qui sont faites, l'utilisation des statistiques de cartes de crédit pour la consommation, l'utilisation des péages pour les camions pour essayer de mesurer l'intensité de la production industrielle. Et puis évidemment les données de trafic. Ici, les données qui proviennent de TomTom sur le trafic routier dans les principales métropoles européennes. Vous voyez qu'on était tombé à peu près au début avril à 80% de trafic en moins dans Milan, Paris, Francfort, Londres et Barcelone. Vous voyez aujourd'hui qu'en moyenne, on n'est plus qu'à 40% en dessous des niveaux de l'année dernière. Donc l'activité est en train de se reprendre. Elle se reprend même assez vite à Paris en termes de trafic routier. Elle se reprend un petit peu moins à Barcelone du fait justement de ces mesures de distanciation sociale qui sont allégées à différents rythmes par les pays européens. Mais l'activité se reprend. On peut citer d'autres statistiques. Vous avez, si on en croit les statistiques de transactions par carte de crédit, la consommation en Espagne est revenue au même niveau qu'elle était avant Covid. Alors, malheureusement, on n'a pas effacé les pertes de consommation des 3 derniers mois. Pour ça, il faudrait que la consommation augmente de 40% par rapport au niveau actuel pour effacer ces pertes. Mais la situation économique se normalise rapidement, finalement en lien avec ce qui était suggéré par les marchés actions, notamment, et qui aujourd'hui se traduit par des rebonds, notamment dans les indices PMI qui sont très forts. Pour vous citer par exemple juste une statistique un peu plus standard, le PMI composite pour l'économie française est désormais au-dessus de 50 et au même niveau que ce qu'il était avant la crise du Covid. Alors, c'est bien, tout ça est bien, la reprise est là, elle est plutôt rapide, malheureusement, mais ce n'est que pour le court terme. La façon dont nous voyons l'économie évoluer pour les 3 prochaines années, que ce soit en zone euro ou au Royaume-Uni, est représentée par la ligne bleue, c'est-à-dire que nous sommes un peu plus pessimistes qu'avant la crise. Nous envisageons une reprise qui va être très forte sur le 3e et le 4e trimestre de cette année, encore forte l'année prochaine, mais qui va malheureusement s'atténuer à horizon 2022-2023, et nous ne reviendrons très probablement pas au niveau d'activité que nous aurions pu atteindre à moyen terme sans la crise. Pourquoi ? Parce que dans le monde post-Covid, où de nombreux investissements qui avaient été réalisés dans le monde pré-Covid vont se déprécier beaucoup plus rapidement dans le monde post-Covid. Pensez par exemple à la personne qui a ouvert une agence de voyage il y a 3 mois. Son potentiel retour sur investissement est évidemment bien plus faible aujourd'hui que dans un monde pré-Covid. Et ça va toucher plein de secteurs. On aura une recomposition sectorielle de l'activité qui, sans soutien massif encore des autorités, et notamment je pense aux autorités fiscales, risque de faire que la reprise soit d'assez courte durée. En particulier en Europe, mais je vais y revenir un petit peu plus tard là-dessus. En moyenne, nous estimons aujourd'hui que l'économie à horizon 2023 sera entre 3 et 5% plus basse, plus petite, que ce qu'elle aurait pu être sans cette crise. Dans les économies développées, ce n'est pas seulement le cas de la zone euro ou du Royaume-Uni d'ailleurs. Un point central. Cette reprise rapide de l'activité a été permise par une réponse politique massive, je dirais même une révolution politique. Si on compare ce qui a été fait d'un point de vue fiscal et monétaire pour gérer cette crise, et dans un contexte où les dettes publiques étaient déjà élevées, dans un contexte où les bilans des banques centrales étaient déjà très gonflés,
où les banques centrales avaient du mal à finalement normaliser leur politique monétaire et leur bilan, pensez à la Fed par exemple et à la BCE, eh bien ce soutien extrêmement important des autorités fiscales et monétaires a fait que les marchés financiers ont été beaucoup moins fragmentés en Europe durant cette crise que lors des précédentes crises. La grande crise de 2008-2009 et également la crise européenne de 2011-2012, comme vous pouvez le voir à travers l'indicateur composite du risque systémique qui est estimé par la BCE, qui est un mix en fait de volatilité et de cross-corrélation des différentes classes d'actifs en Europe. Alors revenons sur cette... alors si vous me permettez le parallèle, il y a eu fragmentation en Europe durant cette crise, mais la fragmentation concerne l'espace Schengen de libre circulation des personnes, pas les marchés financiers. Cette fois, c'est une grande différence par rapport aux crises précédentes. Alors revenons sur ce soutien des autorités fiscales et monétaires dans cette crise. Évidemment, les États membres et les gouvernements ont eu la réponse la plus forte. Selon le FMI, on a les États de la zone euro, les gouvernements de la zone euro ont pris à peu près 25 points de PIB de monnaie dans les mains pour soutenir les économies. 90% de ce soutien est sous forme de garantie de prêts et d'injection de liquidités dans les entreprises qui ont été touchées par le confinement, beaucoup moins en termes de dépenses publiques directes. Donc l'impact sur la dette publique ne sera pas de 25 points de PIB, il sera probablement, si on considère la récession et les mesures budgétaires qui auront réellement un impact sur le déficit, les dettes publiques vont probablement augmenter de 15 points de PIB l'année prochaine. Mais vous voyez aussi que parallèlement à ce soutien fiscal des gouvernements, la Banque centrale européenne, je ne ferai aucun reproche à la Banque centrale européenne sur les quelques balbutiements de communication qui ont eu lieu lors des premières semaines du mois de mars. Je m'en tiendrai surtout à l'énorme réponse de la Banque centrale européenne. On en est à plus 15 points de PIB d'expansion du bilan de la Banque centrale si on considère l'extension des programmes de quantitative easing et l'injection de liquidités excédentaires dans le système bancaire à l'heure actuelle, donc ça va devenir encore plus. Et puis surtout, la grande nouveauté pour moi, c'est que cette fois, la Banque centrale européenne n'est plus d'only game in town, comme nos amis britanniques aiment le dire. Au niveau européen, l'Union européenne est venue soutenir les États membres à hauteur de 9,3 points de PIB, avec des outils totalement novateurs. Pour la première fois, l'Union européenne essaye d'utiliser son excellente signature de crédit pour venir aider les États membres à absorber un choc commun, mais qui aura des répercussions différentes dans les économies de l'Union européenne. Et ça, c'est très, très nouveau. 2 outils ont été mis en place, ou sont en train d'être mis en place à ce titre par l'Union européenne. Le premier est effectif depuis le 1er juin, c'est le projet SURE, de l'ordre de 100 milliards d'euros, qui va permettre à l'Union européenne d'abonder les dépenses des gouvernements en termes d'aide à l'emploi, de chômage partiel. Et puis bien sûr, il y a les 750 milliards de plans de relance qui sont en cours de négociation, mais qui devraient déboucher sur un soutien de l'Union européenne à la reprise. Donc voilà, une révolution politique qui a évité la fragmentation des marchés de capitaux en Europe. C'est très bien. Les effets, alors pour vous donner une idée
de la force de la réponse fiscale, regardez ce graphique qui vous montre les émissions de dette publique par les gouvernements de la zone euro. Vous voyez une très forte progression au mois d'avril et de mai. Sur ces 2 mois, les États membres de la zone euro ont émis presque 800 milliards de dettes, c'est 2 fois plus que la normale. Et donne une idée finalement du coût sur 2 mois de cette pandémie, donc de l'ordre de 4% du PIB. Et bien sûr, ce n'est pas fini. Et alors peut-être pour vous donner, et aussi pour illustrer encore la coordination de la réponse des autorités fiscales et monétaires, sur ces 800 milliards d'euros de dettes émises par les gouvernements européens, probablement autour de 350 milliards d'émissions nettes sur 2 mois. La BCE a, non pas sur le marché primaire, mais sur le marché secondaire, les achats d'obligations souveraines par la BCE ont permis d'absorber les 2 tiers de ces émissions nettes. Les 2 tiers. C'est totalement similaire à ce qui a été fait au niveau de la Fed. La Fed a absorbé, alors directement sur le marché primaire, 60% des émissions supplémentaires nettes du Trésor américain. Donc vous voyez, on a, et c'est très très différent par rapport à la crise de 2008 ou même de 2011. La BCE n'a absolument pas hésité à utiliser son bilan, à utiliser le QE pour absorber cet effort fiscal. Et du coup, les taux ont à peine monté sur les dettes souveraines. L'effet de ce soutien est très fort sur le marché du travail. Alors, vous savez que les États-Unis et l'Europe ont fait des choix de politique publique différents dans cette crise. Les États-Unis traditionnellement, on fait le choix d'un ajustement par marché, c'est-à-dire que l'emploi n'a pas été beaucoup subventionné au cours du confinement. La conséquence est que le taux de chômage a bondi jusqu'à presque 15% au mois de mars. Il commence à redescendre un petit peu, mais méfions-nous des statistiques. Probablement, le bureau des statistiques du travail américain sous-estime un petit peu le chômage. Nous estimons aujourd'hui qu'il est plus près de 16% que des 13,3% officiels du mois de mai. De l'autre côté, en Europe, vous voyez que le chômage a quasiment pas augmenté au mois d'avril. On est encore à 7,3%, c'est-à-dire un plus bas historique, et au même niveau qu'à la fin de l'année dernière. La contrepartie, c'est que vous avez plus d'un quart de la population active européenne qui est en chômage partiel, 27%. C'est un choix de politique différent en Europe et aux États-Unis. Quel est le meilleur ? À court terme, certainement le choix européen, parce que subventionner les emplois évite trop de pertes en capital humain. Il évite aussi aux entreprises de réembaucher les gens licenciés 3 mois avant. Donc ça a un effet bénéfique en termes de capital humain, en termes d'appariement du marché du travail. C'est également bénéfique pour les finances publiques. Il est en Europe beaucoup moins cher pour les gouvernements de subventionner le chômage partiel que de subventionner des chômeurs pleins. Et le break-even, comme on dit, d'un point de vue fiscal, se situe autour de 3 mois. C'est-à-dire qu'après 3 mois de confinement, les finances publiques européennes seront à terme beaucoup moins impactées par cette gestion de la crise que ce qu'elles auraient été dans une version américaine de la gestion du marché du travail. Autre façon de voir le support apporté par les autorités, à la fois fiscales et budgétaires, c'est la très forte impulsion de crédit dont les entreprises non financières en Europe ont bénéficié, en particulier les PME. Vous voyez que le flux de crédit aux entreprises non financières sur le mois de mars a augmenté de façon sans précédent, de presque 125 milliards d'euros. Il augmente encore, un peu moins, mais il augmente encore significativement au mois d'avril, presque 75 milliards. Donc
c'est cette injection de liquidité qui a été permise par les garanties d'État apportées au crédit bancaire et par les injections de liquidité bancaire par la BCE. Ces injections de liquidité, enfin, cette réponse politique a permis d'éviter une crise de la liquidité auprès d'entreprises dont le chiffre d'affaires est tombé à zéro ou presque durant le confinement. Donc, quelle est la conclusion de cette gestion de crise après 3 mois? C'est on a évité une crise de liquidité. Tous les agents économiques ont plus de liquidité dans leur bilan qu'il y a 3 mois. On le voit ici, les entreprises non financières, les ménages dont le taux d'épargne a bondi. En Allemagne, le taux d'épargne des ménages augmente de 7 points sur le premier trimestre. Rappelons qu'au niveau de la zone euro, le revenu disponible des ménages est resté quasiment stable au premier trimestre, alors que le nombre d'heures travaillées a baissé de 15% en moyenne. Donc c'est énorme. Donc évidemment, en plus de la consommation insatisfaite liée au confinement, vous avez une énorme hausse du taux d'épargne des ménages. On a une hausse de la trésorerie des entreprises, du fait de ces liquidités accordées par les banques. Et les banques ont également plus de réserves excédentaires parquées auprès des banques centrales. Donc tous les agents économiques ont accumulé de la liquidité au cours de ces 3 mois de confinement. Et une des grandes questions qui se posent aujourd'hui va être l'absorption de cette liquidité par l'économie. Est-ce qu'on va structurellement vers un niveau de réserve financière plus important qu'avant, ou est-ce que cet argent va être dépensé? Alors, si on va, et c'est notre hypothèse, si on va vers un niveau d'épargne financière plus élevé qu'avant la crise, inévitablement, cela va se traduire par une inflation du prix des actifs, y compris du prix des actifs immobiliers, bien plus que par de l'inflation au prix de la consommation. Si ce n'est pas le cas, on risque d'avoir une croissance beaucoup plus forte que ce qu'on est en train de prévoir sur les trimestres à venir et probablement l'année prochaine. Une des réponses à ce choix cornélien va être apportée par les gouvernements. Et notamment, je donnerai en exemple ce que le gouvernement allemand a décidé assez récemment, un nouveau stimulus fiscal de 130 milliards d'euros qui vise par des baisses de TVA, par une hausse des allocations familiales, un peu l'hélicoptère monnaie on va dire, une baisse, des incitations fiscales à l'investissement aux entreprises. Le gouvernement allemand vise justement à abaisser ce niveau d'épargne financière des agents économiques. Est-ce que ça va marcher? Ça reste à démontrer, mais en tout cas, c'est probablement vers là que se dessine la prochaine étape de la réponse des autorités fiscales, faire en sorte que ces liquidités rentrent dans le circuit économique pour absorber la perte de 30% d'activité qu'on a eue sur 3 mois. Alors, cette réponse politique, à la fois fiscale et monétaire, à la fois des autorités nationales et européennes, a été extrêmement bien menée. Elle a été clé pour éviter le pire. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que il faut justement organiser la reprise durable de l'économie européenne, il faut organiser la transformation, l'adaptation de l'économie européenne au monde post-Covid, et pour ça, il va falloir prendre de l'argent encore en main. Il va falloir investir cette fois. Pour l'heure, la réponse politique a uniquement visé à maintenir à flot le capital humain et le capital roulant. Ça a marché, mais maintenant il faut investir pour adapter les économies au monde post-Covid. Vous voyez sur ce graphique que l'investissement public va être nécessaire et il a été beaucoup trop bas au cours des 5 dernières années, voire des 10 dernières années, en termes nets, c'est-à-dire quand on tient compte de la dépréciation des infrastructures publiques et des biens publics, vous voyez que l'investissement public a même été négatif dans certains pays parce qu'ils n'en avaient pas la marge fiscale, comme l'Espagne ou l'Italie, mais aussi par choix politique, comme l'Allemagne.
Le FMI estime aujourd'hui qu'il faudrait 3% d'investissement supplémentaire par an, pour combler ce gap en infrastructure et pour permettre à l'économie européenne de réaliser ses objectifs politiques de la double transition digitale et verte. Le plan de relance européen qui est discuté aujourd'hui de 750 milliards va pouvoir aider à cette transition, notamment si on considère qu'une partie de l'argent européen sera leveragée par de l'argent privé, mais ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant pour combler ce gap en investissement public et en investissement tout court. Donc, il va falloir faire encore plus pour faire en sorte que la reprise économique en Europe ne soit pas de courte durée et surtout qu'elle permette à l'économie européenne de sortir de l'ornière, de cette trappe de croissance faible qui, si elle s'installe, va poser un risque de solvabilité de l'effort fiscal qui a été fourni. On a évité une crise de liquidité. La prochaine étape est évidemment la question de la solvabilité des dettes publiques qui vont augmenter de 15 points de PIB, comme on l'a vu. Il y a deux canaux principaux pour éviter cette crise de solvabilité. La première est évidemment les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt restent plus faibles que le rythme d'expansion de l'économie, il n'y aura pas trop de problèmes. Les dettes publiques vont pouvoir être absorbées assez naturellement, même si très lentement. Et je pense qu'aucune banque centrale ne commettra l'erreur de remonter trop tôt les taux d'intérêt ou d'arrêter son soutien monétaire. La question va plus être du côté de la croissance. Est-ce que la croissance va être suffisamment forte pour absorber ces dettes? Pour cela, l'investissement public sera clé et donc la réponse européenne, le plan d'Ursula von der Leyen est capital pour l'avenir européen. Et finalement, pour terminer et aborder un autre thème, on a beaucoup parlé de la pandémie. Malheureusement, l'économie européenne est également face à un autre problème, qui est celui du Brexit. Aujourd'hui, il est assez indécis de savoir si l'Union européenne et le gouvernement britannique atteindront un accord avant la fin de l'année, je dirais même avant la fin octobre, puisqu'il faudra encore quelques mois avant la fin de l'année pour permettre le processus de ratification d'un accord au niveau européen. Donc le risque d'une sortie désordonnée de l'économie britannique est toujours là. En termes de commerce pur, une sortie du Royaume-Uni sans accord coûterait à peu près 2 points de PIB permanents au Royaume-Uni. Et vous voyez sur ce graphique que, évidemment, il y aura des répercussions sur les pays de l'Union européenne et les pays européens, qui va décroissante en fonction de leur gravitation par rapport au Royaume-Uni. Le commerce suit la théorie de la gravitation, c'est-à-dire que les petites économies ouvertes qui sont dans la proximité géographique du Royaume-Uni, comme l'Irlande, la Norvège, les Pays-Bas, seront beaucoup plus touchés que des pays cœur de la zone euro, comme l'Allemagne ou la France, ou l'Espagne. Vous voyez que la Chine n'est absolument pas concernée par un Brexit, mais ça aura des répercussions quand même importantes. Probablement, un Brexit, une sortie désordonnée aurait des conséquences moins importantes aujourd'hui que ce qu'elles auraient été il y a un an, pour la raison que l'économie britannique étant déjà en récession, le choc sur la confiance a déjà eu lieu, donc il serait forcément de moindre ampleur que s'il avait touché l'économie britannique il y a un an, alors qu'elle était en rythme de croisière. Et puis surtout du fait que l'économie britannique n'est plus du tout en stand-alone. Il y a un soutien fiscal et monétaire extrêmement fort. Je vous rappelle que la Banque d'Angleterre conduit une politique qui est très similaire, une politique monétaire très similaire à celle de la Banque centrale européenne, avec en plus
l'expansion du bilan est à peu près similaire, mais avec en plus le fait que le Trésor britannique bénéficie désormais de liquidités illimitées par la Banque centrale, ce qui ne peut pas être le cas du côté de la BCE vu le traité européen. Donc un soutien très fort à l'économie britannique qui pourrait éviter une partie de la récession inévitable en cas de sortie sans accord. Maintenant, on ne pourra pas éviter toutes les pertes liées au Brexit. Un accord à minima, donc type de celui qui a été signé entre le Canada et l'Union européenne, permettrait de diminuer ces pertes en termes commerciaux, mais pas complètement. Probablement, on aurait une perte en cas d'un accord à minima style Canada. Au lieu d'avoir une perte commerciale de l'ordre de 2 points de PIB pour le Royaume-Uni, on serait plutôt sur du 1,2, 1,3 points de PIB. Néanmoins, encore des pertes substantielles pour l'économie britannique qui ne se remettra pas à court terme de sa sortie de l'Union européenne. Comme je le disais, le commerce international suit les lois de la gravitation. Le Royaume-Uni commerce beaucoup moins avec le Commonwealth ou avec les États-Unis que ce qu'il fait avec l'Union européenne. Et pour terminer, vous pouvez jeter un œil sur nos prévisions. Qui sont celles du mois de mars et que nous sommes en train de revoir. Alors, on ne va pas revoir de façon substantielle ces prévisions, on va les revoir marginalement à la baisse. Donc, nous ne remettons pas fondamentalement en cause notre vision de l'économie à horizon 2023. Après ces 3 mois de confinement, on avait plutôt bien anticipé la perte d'activité et pour l'heure la reprise. Voilà, je m'arrêterai ici pour mon intervention et je répondrai avec plaisir à vos questions s'il y en a. Sylvain, merci beaucoup. Très clair, très pédagogique. Merci infiniment pour cet éclairage. Alors, il y a effectivement quelques questions. Vous les voyez peut-être vous-même sur la droite de l'écran, oui. Et en particulier celle de Jean-Bernard Camp sur la limite de l'investissement public quand on a déjà atteint des niveaux très élevés de dette. Alors oui, effectivement, non seulement cette crise du Covid a heurté l'économie européenne à un moment où toutes les dettes étaient élevées, non seulement les dettes publiques, mais aussi les dettes des entreprises dans certains pays, notamment la France. Et à un moment où le bilan des banques centrales était historiquement parlant à un niveau assez élevé. La façon... Alors, si vous voyez le verre à moitié vide, on peut dire que la façon d'absorber, de faire plus d'investissements dans un contexte de dette publique élevée est bien sûr la répression financière, tenir les taux d'intérêt suffisamment faibles pour que la hausse de l'activité induite par l'investissement permette d'absorber les ratios de dette sur PIB. Ça, c'est le verre à moitié vide. Si vous regardez le verre à moitié plein, vous pouvez vous dire que l'investissement public a un effet multiplicateur supérieur à 1. Et notamment s'il est bien conduit, c'est-à-dire si on va mettre de l'argent sur des infrastructures modernes, digitales, vertes, qui vont pouvoir permettre d'augmenter le potentiel de l'économie européenne. Si on fait ça, on n'aura pas trop de problèmes. Maintenant, les exemples historiques de telles situations ne sont pas spécifiques. Malheureusement, laissent plus entrevoir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Évidemment, je pense au Japon qui a fait beaucoup d'investissements publics avant de se rendre à l'évidence que ça n'aide pas à remonter le potentiel d'une économie, notamment quand elle est vieillissante. Donc ça va être complexe.
restons positifs. La digitalisation, le verdissement de l'économie sont une chance pour espérer sortir de cette trappe à la croissance faible, en tout cas partielle. Mais effectivement, ça va être compliqué. Maintenant, vu le niveau des taux d'intérêt, on n'aura pas de gros problèmes de solvabilité à horizon des 2-3 prochaines années. La croissance de l'économie européenne sur les 2-3 prochaines années va être supérieure au niveau des taux d'intérêt. Donc mécaniquement, les ratios de dette sur PIB vont rebaisser par rapport aux chiffres qu'ils vont atteindre en fin 2020, début 2021. Je vous laisse, Sylvain, peut-être prendre connaissance des questions qui suivent, de différents ordres, de différentes natures, mais effectivement, d'abord une question sur les défauts, puisque vous êtes agence de notation, naturellement, vous devez avoir une vue sur quelle retouche avez-vous déjà eu l'occasion de faire et quelles perspectives immédiates? Alors, des bonnes nouvelles pour le moment, puisque... alors d'abord, je tiens à dire, alors, je me fais le porte-parole de mon collègue Michael Zewald, qui est le responsable des ratings corporate pour IMIA. Il y a eu beaucoup d'actions sur les ratings corporate en IMIA, mais la plupart ne sont pas des dégradations de rating, ce sont des changements d'outlook ou des credit watch. Donc, il y a eu beaucoup d'actions, mais attention, tous les ratings n'ont pas été abaissés, c'est une minorité, je crois qu'on est de l'ordre d'à peu près 30% des actions crédit prises depuis la crise concernent des dégradations de rating, le reste sont des dégradations de perspective, donc c'est-à-dire ni plus ni moins qu'une remontée de la probabilité d'abaissement des crédits dans le futur, mais pas plus. Ayant dit cela, bonne nouvelle, puisque Michael table sur des taux de défaut pour les entreprises européennes qui montraient jusqu'à 8%, contre 2 à 3% avant la crise. La bonne nouvelle dans la mesure où aujourd'hui on n'est qu'à 4. Donc on a eu une augmentation des taux de défaut, effectivement. Elle devrait continuer à court terme, et notamment elle est conditionnée à deux choses. Un, la force de la reprise économique, qui, elle, dépend de tout un tas de facteurs, et deux, à la continuation ou l'arrêt du soutien fiscal, et notamment des garanties apportées par les États sur le crédit aux entreprises. Donc pour l'heure, on a plutôt de bonnes surprises du côté de nos anticipations de taux de défaut, mais on n'est pas encore au pic de taux de défaut, ça c'est sûr. Là, une fois encore, la réponse des autorités publiques, à la fois fiscales et monétaires, est clé là-dedans. Et pour l'heure, elle a été très bien jouée. Alors, je ne sais plus où alors, oui, recul de la croissance n'est pas une bonne nouvelle sur le plan... Oui, alors sur le plan écologique, à court terme, oui, puisqu'on a vu effectivement la plus forte baisse des émissions de CO2 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, mais maintenant je dirais c'est sur 3 mois. Regardez ce qui se passe en Chine, la production industrielle est revenue à 95%, donc la pollution est en train de revenir. Je crois qu'il y a d'ailleurs un article dans la FT d'aujourd'hui à ce sujet. Donc sur le court terme, oui, ça fait une pause pour la planète, c'est très bien, malheureusement c'est qu'une pause. Ce qui est peut-être plus bénéfique à moyen long terme, je dirais, c'est que sans la crise du Covid, la probabilité de réaliser le Green Deal proposé par la Commission européenne aurait été plus faible. C'est une chance pour... alors, ça c'est le côté cynique des économies, j'en suis désolé, mais c'est une chance pour Ursula von der Leyen d'avoir rencontré cette pandémie. Parce que finalement, les États européens, et on voit par la réaction des 4 frugaux à la proposition du plan de relance, les États membres sont beaucoup plus enclins à aller financer le Green Deal de la Commission
que si on n'avait pas eu cette pandémie. Donc du coup, peut-être que la transition de l'économie européenne, la transition verte de l'économie européenne va être accélérée par cette pandémie. Donc du coup, peut-être qu'à long terme, les bénéfices seront plus importants que ce qu'on a vu sur le court terme. Sur les CLO, alors, oui, alors on pourrait presque en faire une intervention que sur les CLO. Est-ce qu'il y a des risques sur les CLO? Bon, il y a des risques sur de nombreux actifs européens, hein, du fait de la perte d'activité. Je pourrais refaire une intervention là-dessus. J'en avais fait une à l'ESMA il y a quelques mois. Si j'essaye de me rappeler des messages clés, c'est oui, il y a des risques en termes de concentration des émetteurs, en termes de concentration des books de crédit sous-jacents au CLO, parce qu'il y a une très forte demande en CLO du fait de la recherche de rendement. Qui fait que certains structureurs vous packagent plusieurs mêmes prêts dans différents CLO, donc ça c'est un risque de concentration des portefeuilles. Il y a un risque de concentration des acheteurs, hein, notamment je pense aux banques japonaises qui ont été de très très gros acheteurs de CLO américains et européens. Alors heureusement les autorités japonaises ont mis le holà à ça, mais il y avait ce risque-là. Maintenant, les CLO sont des actifs finalement très sûrs, structurellement parlant. Donc, oui, il y a des risques, évidemment sur les tranches, sur les tranches les moins bien ratées. On écrit beaucoup sur les CLO. Si vous voulez, je peux faire passer quelques papiers. Maintenant, on ne pense pas que le CLO soit le prochain subprime. Parce que la base d'investisseurs n'est pas la même, parce que la régulation n'est pas du tout la même. Alors, je regarde les autres questions. Quelles mesures devrait prendre, selon vous, le gouvernement français pour assurer une reprise rapide et stable? Alors, vous savez que en tant qu'agence de notation, j'ai l'interdiction de faire des recommandations politiques. Néanmoins, en tant qu'économiste, je pense qu'aujourd'hui, après la bonne gestion par les autorités publiques, qui a visé à maintenir le capital roulant et le capital humain à flot, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que la liquidité injectée dans le système vienne récupérer, se convertisse en demande supplémentaire pour absorber le manque d'activité qu'on a eu sur 3 mois. Et ça, le gouvernement allemand l'a fait de façon intelligente, en proposant des incitations fiscales à la consommation et à l'investissement. Donc je pense que ce serait très bien que les gouvernements européens s'inspirent des idées allemandes, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec le chômage partiel, qui avait été inventé en 2009 par l'Allemagne. Et puis il faut investir. Il faut investir pour massivement. Alors malheureusement, l'État français ne peut pas le faire tout seul. Il faut l'Union européenne, mais il faut investir massivement pour accélérer la transition de l'économie. Les taux d'intérêt constituent un élément fondamental de l'évasion négative. Oui. La réponse est évidemment oui. Cette crise n'a fait qu'accentuer les travers de notre système actuel, à savoir des taux d'intérêt extrêmement bas, une recherche pour le rendement. J'étais à une réunion hier où on a parlé de ça encore. Oui, alors d'un côté, les investisseurs veulent dérisquer leur portefeuille dans le Covid, mais de l'autre côté, ils ont une obligation de rendement. Donc ça va être très compliqué en fait. Donc retour à la question sur les CLO peut-être. Voilà, on veut faire du rendement avec moins de risques. C'est un peu la quadrature du cercle. Oui. Alors la chance
comment on sort de ça? Comment on sort du risque de zombification de l'économie, de japanification de l'économie européenne face à des taux d'intérêt qui vont être inévitablement gardés très très bas pour absorber les dettes plus élevées? Je dirais que ce sont les États et enfin, ce sont les autorités publiques qui doivent insuffler une préférence sectorielle. Si les États, et encore une fois, je pense que l'Allemagne, alors, une façon de déguiser, mais et pas aussi convaincante que ça, mais l'Allemagne a au moins évité un travers dans le plan de relance actuel, c'est qu'ils ont évité d'aller subventionner trop directement la vieille économie allemande. On n'a pas fait de prime à la casse. Bon, quand on baisse la TVA, ça profite aux constructeurs automobiles, évidemment, mais en tout cas, on n'a pas affiché un soutien fort à la vieille économie. Les aides aux compagnies aériennes sont sous condition de transformation et ainsi de suite. On n'a pas de prime à la casse pour acheter des diesels polluants comme la dernière fois, donc ça c'est plutôt bien. Et je pense que la conditionnalité que réclament les quatre frugaux pour le plan de relance européen, c'est une bonne conditionnalité. C'est une conditionnalité qui est très similaire à ce qui avait été fait lors du plan Marshall. Le plan Marshall, c'était très simple. Les Américains ont dit on vous donne de l'argent, mais on veut que vous libéralisiez vos économies, que vous les décartélisiez et au passant que vous les dénazifiez. D'ailleurs, c'était aussi une des conditions. Aujourd'hui, la conditionnalité associée au futur plan de relance européen, c'est aussi avec un D, c'est la digitalisation et le développement soutenable. Ça va être nécessaire justement pour éviter que l'économie européenne tombe dans une japanification trop forte. On a peut-être la chance, par rapport au Japon, d'avoir un débat intra-européen beaucoup plus fort, finalement. Et je trouve que les conditions avec lesquelles des petits États comme la Finlande, le Danemark, la Suède, l'Autriche et les Pays-Bas, les conditions auxquelles ils veulent associer leur aide pour des économies du Sud, et en particulier l'Italie qui souffre d'un problème de productivité, disons-le sincèrement, c'est bien. Si on arrive à faire de l'allocation de moyens vers des secteurs porteurs, ça aidera. Je ne dis pas que ça résoudra les problèmes, mais en tout cas, ça aidera. L'émission de dette perpétuelle pour financer les dépenses actuelles. Oui. C'est une bonne idée, c'est la réponse qui... Enfin, il y a plusieurs personnes, sont des économistes et des financiers très réputés sont en faveur de ces dettes perpétuelles. Ça a été utilisé, historiquement parlant, ça a déjà été utilisé pour financer de gros efforts. C'est utile. C'est utile. Il y a quand même, dans un monde où les taux d'intérêt sont plus bas que le rythme d'expansion de l'économie, il n'y a quand même aucune incitation à se désendetter. Je pense que tout le monde en est assez persuadé dans la finance. Donc, de la dette perpétuelle à des taux d'intérêt réels négatifs, c'est quand même une aubaine. Ça permet de faire de grandes choses. Les grandes réalisations économiques qui ont permis à l'économie française d'être où elle est encore aujourd'hui et d'avoir brillé dans le passé n'ont pas été faites avec des taux d'investissement public de 10%. Rappelons-le. Est-ce que les dettes publiques des différents États d'Europe accordées pourraient être effacées ou décalées à l'infini? Non, mais c'est une question d'affichage. C'est juste une question d'affichage. Les dettes qui sont achetées par les banques centrales sont de facto effacées. Elles sont pas revendues. Regardez, la Fed a déjà mis 5 ans à essayer de réduire la taille de son bilan.
en arrêtant les réinvestissements dans les obligations qui arrivaient à maturité, cette crise, je pense, aura dégoûté les banques centrales. Jamais les banques centrales ne vont essayer de reprendre, de normaliser la taille de leur bilan. La Banque du Japon le montre bien. Il y a d'autres moyens pour réduire les bilans des banques centrales. Ça s'appelle une réforme monétaire. C'est ce qui est le moins douloureux pour tout le monde. Donc, que ce soit des dons exceptionnels, que ce soit des remises de dette accordées par la BCE, conserver les dettes dans les bilans, c'est la même chose. Et en plus, la BCE redistribue les profits sur ces dettes aux États membres. Donc la situation, le pontage actuel est quand même très efficace. Pourquoi le changer? Le taux de défaut réel n'est-il pas caché par le tsunami de liquidité? Complètement. Les économies ne sont plus en stand-alone. C'est pour ça que la qualité de crédit ne peut pas se dégrader tellement aussi fortement parce qu'on n'est pas en stand-alone. Il y a un soutien qui est très fort. Et donc, toute la question est de savoir et de connaître la pérennité de ce soutien. Alors, on en a discuté. Le soutien monétaire, à mon avis, est pérenne. La question est celle du soutien fiscal parce que la taxe monnaie ne peut pas être élargie autant que la central bank monnaie. Ça, c'est sûr. Quels sont les freins à la mise en place et quels bénéfices d'une dette perpétuelle? Je pense que c'est surtout une question de Zeitgeist, comme nos amis allemands le disent. Dans un contexte où, et notamment après les 2 crises financières passées, où une partie de l'Europe pense que c'est bien de se désendetter, c'est difficile de venir avec l'idée des dettes perpétuelles. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même un changement de l'état d'esprit en Allemagne, et notamment du gouvernement allemand, depuis 4-5 ans, et qui commence à se voir sur l'endettement public. L'Allemagne a mis son bien-être économique, et je dirais a mis le bien-être économique des futures générations d'Allemands en péril pour se désendetter. Et les Allemands sont en train de voir effectivement quel a été le coût économique à ce désendettement. Donc, mais je pense que c'est un peu tôt en fait. Mais c'est une question de zeitgeist plus qu'autre chose à mon avis. Ça ne va pas être comme le point de consensus. Oui, je dirais oui à la question d'Olivier. Je dirais oui, entièrement d'accord. Et oui, les divers véhicules européens qui font l'investissement sont clés pour ça. Sont clés. Je pense notamment au Fonds européen d'investissement, qui a les moyens d'aller leverager des fonds privés et qui aide aussi à petite échelle à augmenter le venture capital en Europe. Ça aussi, c'est un point clé. Réaliser l'union des marchés de capitaux est une autre façon aussi probablement d'augmenter les perspectives d'investissement en Europe. Pour le moment, on a ajouté de la dette à de la dette. Ce serait bien d'ajouter de l'equity en Europe. Voilà. Alors, dernière question sur l'inflation. J'en ai parlé un petit peu dans ma présentation. Il y aura de l'inflation, évidemment, puisqu'il y a plus de liquidité. La question, c'est où? Je crois très peu que l'inflation se verra dans les prix des biens et des services que nous consommons, mais elle se verra dans les actifs financiers. On le voit déjà aujourd'hui, les banques font face à un afflux massif de dépôts à vue qu'il leur faut investir. Et aujourd'hui, on voit que les banques italiennes, les banques espagnoles, même les banques allemandes achètent massivement de la dette publique domestique pour placer ces liquidités. Donc, ça se verra surtout sur le prix des actifs financiers.
Olivier, est-ce qu'il reste encore un peu de marge de manœuvre s'il y avait un deuxième choc, une deuxième vague à l'automne? Comment est-ce qu'on fait face au niveau européen? Alors, je dirais que, alors, l'économiste que je suis, il dirait que, on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que ça dépend de deux choses. Un, est-ce que la seconde vague sera aussi forte que la première? Si on regarde les travaux des virologues, probablement une deuxième vague serait de moindre intensité. Mais surtout, la question est de savoir si, en cas de deuxième vague, les autorités publiques, sanitaires, imposeront le même type de mesures de distanciation sociale et donc de confinement aux économies que ce qu'elles ont fait en première vague. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine fatigue au confinement qui se voit un petit peu partout, pas seulement en Europe, et qui se traduit sur notamment des soutiens, à l'action des gouvernements par les électeurs qui commencent à décroître un petit peu partout. Donc, il n'est pas du tout dit qu'on ait le même type de confinement. En plus, on a plein d'outils technologiques qui sont développés, des applications de traçage. Donc, voilà, ça va principalement dépendre de ça. Si on a le même type de confinement qui est imposé, l'effet sur l'économie sera pire que lors de la première vague, parce que justement l'effet n'est pas linéaire. Si vous demandez à un petit artisan de supporter 6 mois de confinement, c'est beaucoup plus dur pour lui que de supporter 2 mois de confinement, parce que la trésorerie ne suit pas. Ok, merci. Merci Sylvain. Édouard, tu veux conclure? Oui, donc merci. Je voyais qu'il y avait une question sur le secteur bancaire et la réponse sera apportée demain puisqu'on va continuer ces sessions. Hein, et demain, il y aura une session animée par Moody's. Hein, chacun va apporter sa pierre qui devrait répondre sur l'impact prudentiel et la situation des banques. Donc, cette réponse sera apportée. Mais merci aux participants de la pertinence de leurs questions et de voir comment on peut utiliser ces outils modernes pour dialoguer et interagir. Merci à Sylvain d'avoir donné cet éclairage. J'ajouterais quand même un point, on a parlé beaucoup de macroéconomie et de dette. On a touché effectivement le problème de l'investissement. Ce qui est important, c'est qu'après ce réveil, les problèmes d'avant sont toujours sur la table. Et le problème d'avant de l'Europe, c'était son gap de productivité, hein, c'est-à-dire qu'on avait un retard de productivité extrêmement fort lié à un retard d'investissement extrêmement fort. Et ça, évidemment, dans cette période de relance, il va falloir adresser ce sujet. Et c'est vrai que le nouveau plan de relance européen et la capacité qu'enfin on a accepté une certaine collectivisation d'un financement par la dette au niveau européen est un très bon signal. Mais ce très bon signal doit être accompagné d'un mot qui fait toujours peur, mais que les Américains mettent en œuvre sans utiliser le mot, c'est la politique industrielle. Il va falloir que l'ensemble de ces capitaux mobilisés participent à travers une politique industrielle extrêmement pointue et fine, de pouvoir mettre cet argent dans les canaux nécessaires. Et effectivement, les deux points qu'on appelle digitalisation, durabilisation, c'est le défi pour l'Europe. Le défi pour l'Europe, c'est comment on va aborder ce que j'appelle la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire comment on va participer à cette révolution technologique phénoménale qui aura un impact sur la société infiniment plus fort que le Covid ou les précédentes révolutions industrielles. La question pour l'Europe, c'est ou bien on sera dans le train de cette révolution, ou bien on ne sera pas. Avant le Covid, on n'y était quasiment pas. Hein, donc il va falloir qu'effectivement, on ait une politique industrielle sur l'énergie, la digitalisation, évidemment l'environnement, avec un pilotage relativement fin des différents secteurs dans lesquels on pourra développer une masse critique. Hein, on a parlé des batteries, c'est un exemple. Hein, une masse critique, parce que tout ça, ça se passe dans une compétition mondiale face à des plateformes, Chine,
Amérique et même Inde, qui ont, eux, une sorte de politique industrielle, une vision à long terme. Donc je pense que ce réveil, pour l'Europe, sera bénéficiaire si effectivement on est capable de mettre en place cette politique. Et donc on compte sur Thierry Breton et sa vision et sa culture d'entrepreneur pour pousser l'Europe dans cette direction. Donc voilà, merci pour ces contributions. Nous avons une série, Michel va peut-être en dire un demi-mot, hein, d'autres contributions cette semaine et la semaine prochaine pour que l'EIFR participe à ces réflexions en lien avec les défis de la régulation. Merci, Michel. Oui, juste en 30 secondes. Demain matin, c'est une réunion sur la réponse des autorités réglementaires européennes dans le secteur financier, bien sûr, à la crise. Quels éléments de flexibilité ont été introduits? Et ce sera commenté par la CPR après une présentation d'Alain Lorrain de Moody's. Et puis mercredi prochain, nous avons une nouvelle intervention sur l'état actuel du secteur bancaire européen après 3 mois de crise et quelles perspectives on peut dessiner pour ce secteur.